6 juin 1944, le monde change. Alors que les troupes alliées débarquent sur les plages de Normandie, le jour J marque le début de la libération de l'Europe continentale de l'occupation nazie. À travers le front, l'espoir renaît. Mais avec cet espoir vient un nouveau danger. Alors que les avions alliés rugissent au-dessus, que les soldats se frayent un chemin. L'intérieur des terres, les résistances françaises frappent derrière les lignes ennemies, faisant sauter des pouches des rails des trains, bloquant les routes. Les lignes d'approvisionnement allemandes s'effondrent et la panique se répand dans leur rang. Dans le paisible village de Radour-sur-Glane, les habitants sont au courant des débarquements. Ils entendent le lointain grondement de la guerre. Pourtant la vie quotidienne continue. Puis le 10 juin 1944, 4 jours seulement après le jour J, le bruit des moteurs rend le calme. Les 2 divisions SS Panzer de Reich arrivent apportant meurtre et terreur. Le soir, 642 villageois sont morts. 240 femmes, 205 enfants et 197 autres furent Radour et réduits cendres. Cependant, ce crime ne resterait pas impuni. Les 2 Panzers de Reich stationnaient dans le sud de France reçut l'ordre de se déplacer vers le nord du pays, pour renforcer le front alors que le chaos grandissait de la campagne que les généraux Dick craignaient un soulèvement en France, mais au lieu de se diriger directement vers la Normandie, elle passait des jours et menait des opérations brutales. À l'intérieur des terres, ses tâches étaient de rétablir l'ordre et de terroriser les civils pour qu'ils obéissent. Les résistants étaient traqués et les civils soupçonnés de les aider étaient torturés et fusillés. Des villes furent pillées et brûlées. Les divisions étaient devenues tristement célèbres pour ce cruauté. Leur mouvement était délibéré et sanglant. Leur supérieur voulait montrer que tout village qui soutenait la résistance perdait son sang. La 2e division SS Panzer de Reich n'était pas seulement une unité militaire. C'était un instrument de terreur. Beaucoup de ces officiers avaient été endoctrinés par l'idéologie nazie dès leur adolescence. Le bilan de les divisions en Europe de l'Est avait déjà été marqué par des massacres dans des dizaines de villages et de villes. Une tactique similaire à celle qu'ils suivraient en Francfort à 944, le 8 juin 1944, 2 jours après le débarquement allié. Le commandant-chef de l'armée allemande pour l'Ouest, le Feldmarschall Gerhard von Rundstedt, donnait des ordres pour écraser les résistances avec une initiative rapide et impitoyable. Il exprimait l'attente que la grande opération contre les gangs dans le sud de la France, comme il appelait les résistants, serait menée avec les plus grandes sévérités sans indulgence. Le 9 juin 1944, les soldats de la 2e division SS Panzer de Reich pendirent 99 dans les villes de Tulle représailles d'une attaque de la résistance. Ce même jour, le SS Sturmbannführer Adolf Dieckmann apprit que son ami également membre de l'SFLMU Kampf avait été capturé par des résistants. Selon un rapport, Kampf fut brûlé vif dans une ambulance allemande volée. Dieckmann, enragé, cherche vengeance, ordonnant à ses hommes de trouver et de punir les responsables. Certains pensaient qu'il avait de l'intention d'attaquer au Radour-sur-Ver, où des activités de la résistance avaient été signalées. Mais au lieu de ce vote, son convoi se dirigeait vers le mauvais village, au Radour-sur-Glane. Le 10 juin, environ 200 soldats SS de la 2e division SS Panzer de Reich sont entrés au Radour-sur-Glane. Ils ont bouclé les routes et forcé les populations de plus de 640 personnes à se rassembler sur la place du village pour faire examiner leurs papiers d'identité. Les hommes ont été séparés des femmes et des enfants. Les femmes et les enfants ont été enfermés dans l'église et le village était pillé. Bien qu'un officier s'est accusé les autres du village de cacher des armes, aucune arme de ce type n'a été trouvée et les massacres ont commencé quand même. Les hommes du village ont été divisés en petits groupes et conduits dans 6 granges d'hangars, où des mitrailleuses étaient déjà en place. Une fois à l'intérieur, les soldats SS leur ont tiré dans les jambes pour les paralyser. Puis ils ont versé de l'essence sur les blessés et ont mis le feu aux granges. Ceux qui tentaient de s'échapper étaient de nouveau abattus. Un survivant a décrit s'être allongé sous le corps de ses voisins, faisant semblant d'être mort pendant que les flammes consumaient le bâtiment. Les cris des hommes ont fait s'élever au-dessus des flammes. 6 hommes ont survécu qu'ils ont entendu les cris des coups de feu de crépitement des flammes. Leur témoignage prouvera plus tard le crime lors des enquêtes d'après-guerre. Un garçon Roger Godfrey a réussi à s'échapper se glissant par les fenêtres pendant le chaos. Il n'avait pas couru très loin avant d'être les cibles de tir. Il est tombé au sol et a fait le mort. Un soldat allemand a donné un coup de pied dans son côte, mais le jeune garçon ne peut bouger. Dès qu'ils furent sécurisés, il se relevait et se remit à courir. Il était blessé mais survécu de l'autre côté. Toute sa famille était tuée dans le massacre. Pendant ce temps, alors que des hommes brûlaient vifs dans les granges, les femmes et les enfants ont été rassemblés dans l'église du village. Les soldats ont placé des explosifs à côté quand ils ont été allumés. Les femmes et les enfants tentaient de s'échapper par les portes et les fenêtres, seulement pour être accueillis par des tirs de mitrailleuses. Fumée et chaos suivi. Les femmes criaient, les enfants et les mères tentaient de protéger leurs bébés. Quand certains ont tenté de s'échapper, ils ont été fauchés par des tirs de mitrailleuses. D'autres ont suffoqué dans l'épaisse fumée. Le toit de l'église s'est effondré en flammes. Une femme adulte, Marguerite Roufonche, s'est échappée, blessée par 5 balles. Elle a grimpé par une fenêtre de la sacristie et s'est cachée sous des buissons de pois. Y restant jusqu'à la nuit tombée, parmi ceux qui étaient dans l'église. Elle fut le seul à survivre et a passé plus d'un an à se remettre de ses blessures. Une fois les massacres terminés, les SS ont pillé les maisons. Ils ont volé des objets de valeur, de la nourriture et tout ce qui était utile. Puis ils ont incendié tout le village, même les animaux ont été abattus de cheveux lapins. Aucun n'est épargné.
Le soir, les soldats n'ont laissé derrière eux que des ruines, des cendres et que silence. Après le massacre qui avait duré quelques heures, toute une communauté était anéantie. Cette atrocité était similaire à un autre crime qui a eu lieu exactement 2 ans plus tôt. Le 10 juin 1942, lorsque les soldats allemands ont anéanti le village de Lidis, dans le protectorat de Bohême-Moravie, ces 2 lieux sont devenus un symbole des crimes nazis. Il n'y avait pas de cellule de résistance le Radour-sur-Glane. Aucune embuscade n'avait été lancée depuis ces rues. Les citoyens de ce petit village étaient des non-combattants. Ils étaient des commerçants, des agriculteurs et des enfants. Le massacre n'était plus une réponse ou une menace. C'était un message qui disait voilà ce qui arrive à quiconque osera seulement penser résister. Et la domination nazie. Le commandement allemand a ensuite affirmé que les villageois étaient morts au comble d'une explosion accidentelle. Cependant, ce n'était que des mensonges et des preuves étaient accablantes. Lorsque les forces alliées sont arrivées en août, elles ont trouvé des ruines intactes et les enquêteurs et journalistes ont pu photographier. Quelques survivants ont fait des déclarations. Le monde a vu ce qui s'était passé. Une équipe de photographes de guerre documentait chaque centimètre de la dévastation. Et ceux qui l'ont capturé n'étaient pas un champ de bataille. C'était une scène de crime. Bien que les efforts pour punir les tueurs aient été incomplets, la justice ou la vengeance finale rattrapait au moins certains des coupables. Tandis que le 1er juillet 1944 à 2h, de Reich signale d'avoir 17 283 officiers hommes. 2 mois plus tard que le 13 septembre, ce nombre était tombé à 12 357. Des milliers ayant été tués sur le champ de bataille. Adolf Dickmann, qui commandait le bataillon responsable du massacre de Radour-sur-Glane le 10 juin 1944, était parmi eux. Il a été tué en Normandie quelques semaines seulement après l'atrocité. Son supérieur laissé tirer Gruppen für Lamerding. Il a été condamné à mort par contumace par un tribunal français en 1953, mais l'Allemagne de l'Ouest refusait de l'extrader. Il est mort libre en 1971. Cette même année, le 21 août, cet Allemand et 14 Allemands de souche de la région française d'Alsace ont été jugés à Bordeaux. Presque tous les Alsaciens jugés avaient été contraints de servir dans l'Est après l'annexion de leur région par l'Allemagne. Certains étaient adolescents à l'époque. Le tribunal a condamné des hommes à mort, d'autres à des prisons. Mais les pressions politiques en Alsace conduisent à une amnistie générale, quand ils étaient tous libres. Le Radour et les survivants se sont sentis trahis. Selon eux, les assassins de leurs proches ont été tirés. Le massacre de Radour-sur-Glane est devenu un symbole de la barbarie nazie. Les ruines ont été laissées intactes à décès. Le président français et chef de la résistance française au temps de guerre Charles de Gaulle le déclaré de village mémorial national. Ces maisons incendiées et ces voitures rouillées intactes sont restées telles qu'elles étaient en un 944 jusqu'à ce jour. L'herbe pousse à travers les fissures aujourd'hui. Les visiteurs peuvent voir des jouets d'enfants calcinés découverts brûlés, et d'autres objets des anciens citoyens réduits de cendres. Des survivants comme Marguerite Rofanche n'ont jamais oublié le crime. Mais il n'était que cette personne. Le 10 juin 1944, 97 ou 240 fins que 205 enfants ont été assassinés. L'horreur de Radour-sur-Glane a été causée par le chaos ou la panique. Elle a été commise avec planification, discipline et intention. Elle a montré ce qui se passe quand que l'obéissance remplace les consciences, et que les gens perdent leur humanité. 6 ou 42e personnes sont mortes en quelques heures brûlées, abattues, asphyxiées. Parmi elles se trouvaient des nourrissons et des personnes âgées. Leur village n'a pas seulement été détruit, il a été rasé, mais le souvenir demeure. Au Radour-sur-Glane reste un rappel. Un village tué en un seul jour. Un avertissement écrit dans les pierres et les cendres. Une vérité qui ne doit jamais être oubliée. Avant de terminer l'histoire de jour, jetez un œil à Eldrist JTV. Votre destination spéciale pour les vrais amateurs d'histoire. Découvrez des documentaires exclusifs et des histoires incroyables que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu.